Bonjour. L'association TDAH Impulse est heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Avec Sylvie Herry-Bouchardy, psychopédagogue, nous avons constaté dans nos pratiques respectives qu'un trop grand nombre de jeunes étaient en souffrance dans leur scolarité, que le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, était très souvent impliqué dans ces difficultés, et que trop peu de professionnels en tenaient compte par manque de formation. Par conséquent, en 2014, nous avons créé l'association TDAH Impulse dans le but de mieux former et informer les professionnels du monde médical, paramédical et pédagogique sur les pratiques les plus courantes et efficaces. Nous nous sommes réunis à plusieurs occasions entre professionnels pour mieux cerner les besoins de chacun et nous avons pu nous rendre dans différents pays pour entendre et rencontrer des experts du domaine pour mieux connaître les meilleures pratiques. Nous avons pu ensuite inviter ces experts et ces formateurs ici à Genève. Vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir participé à tout notre cycle de conférences. Nous avons débuté en 2014 avec un symposium réunissant des experts français, canadiens et américains. Ce symposium a pu poser les bases pour que vous ayez une première vision assez large du TDAH et de ses répercussions. Ces experts sont également intervenus aux HUG dans les services de psychiatrie infantile et adulte ainsi qu'en pédiatrie. Au printemps 2015, l'association a organisé 2 conférences données par le Dr Susan Young, psychologue anglaise de renommée internationale. Dans sa première intervention, elle nous a fait part des difficultés rencontrées par ces jeunes lorsqu'ils devaient quitter les services pédiatriques pour les services adultes, cette période de transition qu'elle a nommée le Twilight Zone, où de nombreux jeunes sont perdus de vue par les professionnels de la santé. Dans sa deuxième conférence, elle a présenté un rapport d'experts, Rendre visible l'invisible, rédigé à la demande du Parlement européen, qui soulignait les répercussions que le TDAH pouvait avoir tout au long de la vie d'un individu. Elle s'est également rendue dans le service des spécialités au HUG, où elle a pu échanger avec l'équipe de l'unité des troubles de la régulation des émotions. Toutes ces conférences sont disponibles sur YouTube ou le site de l'association. Récemment, l'association a coordonné la traduction française du questionnaire élaboré par Susan Young et traduit par le Dr Nader Perrou des HUG, le ADHD Child Evaluation ou ACE, outil diagnostique que plusieurs d'entre vous commencent à utiliser. Un des 3 axes de l'association, c'est la formation des professionnels. Courant 2016-2017, pour les professionnels qui souhaitent se perfectionner, l'association organise 2 formations avec nos conférenciers d'aujourd'hui. La première sera un workshop de 4 modules, chacun sur 2 jours. La deuxième consistera de supervision sur une journée 4 fois dans l'année. 2 cycles de 2. Pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent, vous pouvez remplir le formulaire qui se trouve avec les documents qui vous ont été remis et le remettre aux jeunes qui sont à l'accueil à la sortie. Ça, c'était pour vous expliquer le fil rouge et les objectifs de notre association ainsi que ses activités. Passons maintenant dans le vif du sujet. Vu la diversité des gens présents dans la salle, un bref rappel de l'historique pour vous permettre de mieux comprendre les différentes approches et toute la pratique qui va suivre cet après-midi. Durant les années 50, certaines constellations de symptômes ont déjà commencé à être reconnues et diagnostiquées sous l'appellation de syndrome hyperkinétique. On suspectait déjà une forte contribution biologique à ce trouble. Au fur et à mesure, a été défini le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. À l'intérieur de ce trouble, 3 groupes ont émergé. Plutôt inattentif, plutôt hyperactif impulsif et le groupe mixte. Parallèlement, les troubles des apprentissages sont eux aussi reconnus comme des troubles spécifiques, mais aussi des comorbidités ou des co-occurrences fréquentes du TDAH.
Les recherches progressent sur ces deux catégories de troubles, souvent en parallèle, mais en jetant des ponts chaque fois que la recherche le permet. Le TDAH reste un diagnostic clinique basé sur le comportement du jeune que les tests ou les bilans neuropsychologiques permettent de préciser et affiner lorsqu'il existe des difficultés plus spécifiques des apprentissages. Suite aux avancées des neurosciences dans les années 80 et 90, puis celles de la neuropsychologie, le professeur Russell Barkley, psychologue, chercheur et clinicien de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, décrit le TDAH comme étant un trouble neurodéveloppemental des fonctions exécutives, impliquant le cortex frontal du cerveau. Ce thème sera amplement développé par Alain Pouet cet après-midi, mais pour l'instant, il suffit de savoir qu'il s'agit des fonctions responsables pour la planification et l'organisation des fonctions cognitives. C'est plus ou moins à ce moment-là que les pays francophones ont vraiment commencé à s'intéresser au TDAH. Cependant, en France, les pédopsychiatres ont toujours été plutôt orientés vers la psychodynamique et des explications psychiques concernant la causalité de ces troubles. Ceux qui s'y sont intéressés différemment ont été les neurologues, neuropédiatres, les médecins de la rééducation et ceux de cette nouvelle spécialité qui venait de naître suite aux avancées dans les neurosciences cognitives, les neuropsychologues. Ils se sont penchés plus particulièrement sur les troubles de l'attention ou TDA au sein du TDAH. On se souvient des trois groupes, plutôt inattentifs, plutôt hyperactifs, et le groupe mixte. Mais alors que là, il s'agissait purement de la présentation clinique de ces enfants, maintenant, il y avait des tests cognitifs qui permettaient d'examiner de plus près leur capacité attentionnelle. Et on a trouvé que ces troubles touchent environ 70% des enfants avec un TDAH. Les bilans neuropsychologiques, devenant de plus en plus pointus, se posaient alors la question: est-ce que le diagnostic devait se poser uniquement pour ceux qui présentaient des difficultés cognitives? Cette vision n'est plus à l'ordre du jour. En effet, d'autres chercheurs, et notamment Edmund Sonuga-Barke, professeur de psychopathologie développementale à l'université de Southampton en Angleterre, commence à s'intéresser aux 30% des enfants TDAH qui n'ont pas de difficultés importantes des fonctions exécutives. Il se demande s'il existe une origine commune aux troubles de ces deux groupes, ceux avec des troubles des fonctions exécutives et ceux qui n'ont pas ces difficultés et qui ont souvent un très bon potentiel intellectuel. Ces jeunes remplissent néanmoins les critères pour un diagnostic clinique de TDAH, souvent pour le type hyperactif impulsif. Sonuga-Barke souligne la difficulté à vouloir examiner le comportement et l'interpréter par des mesures cognitives. Sa recherche s'oriente vers le comportement de ces enfants et la dysrégulation émotionnelle sous-jacente, c'est-à-dire la difficulté pour ces enfants à différer les récompenses, à supporter la frustration et à se motiver. Ces comportements impliquent des noyaux plus profonds du cerveau qui seraient alors à l'origine des troubles des deux groupes. Les recherches les plus récentes indiquent que Barkley et Sonuga-Barke ont probablement tous deux raison. Ce seraient les connexions entre ces deux parties du cerveau en développement qui seraient en cause dans le TDAH et aussi dans les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, le TDAH reste un diagnostic clinique avec des symptômes hétérogènes et les patients ont des profils neuropsychologiques multiples. La recherche continue, mais au Congrès mondial sur le sujet qui a eu lieu à Glasgow en mai 2015, Sonuga-Barke a réitéré qu'au final, ce qui est le plus important, c'est de trouver les solutions qui vont aider ces jeunes à mieux vivre avec et tolérer leurs symptômes.
Aujourd'hui, l'accent sera mis sur les difficultés scolaires et surtout les TDA, troubles du déficit de l'attention avec troubles des fonctions exécutives. Face à un enfant en difficulté dans ses apprentissages, quelles sont ces difficultés cognitives réelles? Parce que, comme le dit si bien Michel Labib, neurologue français, professeur de neurosciences qui a été à l'origine du réseau 10, un enfant qui n'aime pas apprendre, c'est souvent un cerveau qui ne peut pas apprendre. Du moins, je rajouterai de la manière traditionnelle ou face aux exigences toujours plus complexes de notre société. Sans pour autant oublier les enjeux psychiques, relationnels et familiaux que ces troubles peuvent engendrer. Quelques chiffres. Notre conseiller d'État en charge du département de l'instruction publique nous l'a souvent rappelé. Trop de nos jeunes, 15% à Genève, sortent de leur parcours scolaire sans diplôme ni certification. Pourquoi? D'autre part, 2 ou 3 enfants par classe ont des troubles des apprentissages. Et 5% de jeunes, donc 1 à 2 par classe, sont touchés par le TDAH qui est la première plainte pédopsychiatrique. De plus, 70% de ces 5% ont également un ou plusieurs troubles spécifiques des apprentissages. Nous savons que ces enfants présentent des symptômes extrêmement variés et donc ont affaire à des intervenants multiples. Pédiatre, docteur, il est un enfant difficile. Logopédiste, nous venons vous voir car elle a de la peine à lire. Pédopsychiatre, il ne tient pas en place et se comporte mal avec tout le monde. Psychologue, elle semble triste et a de la peine à faire des amis. Ergothérapeute, il n'aime pas écrire. Infirmier scolaire, il s'est à nouveau blessé. Neuropédiatre, elle n'arrive pas à se concentrer. Enseignante, il ne fait pas ses devoirs. Ou encore chez le directeur d'école, qui se retrouve avec la lourde tâche de devoir exclure un jeune de son établissement. Et il a été démontré qu'un jeune avec un TDAH a 100 fois plus de risques d'être exclu de l'école que les autres. Mais retenons qu'un trouble peut en cacher un autre. Aussi, un enfant TDAH peut très bien avoir des difficultés d'apprentissage, mais dans l'autre sens, un enfant qui présente pour une telle difficulté peut aussi avoir un TDAH en amont ou un autre disque que celui qui l'emmène chez nous à ce moment-là. Donc, il est très important que ces intervenants soient sensibles à cela. Ce qui est encourageant, c'est de voir que toutes ces professions sont représentées aujourd'hui. C'est une excellente base pour essayer d'avoir une action concertée. Vous êtes un tiers à travailler dans l'éducation, un tiers dans la psychologie et médecine et un tiers dans la paramédicale. Allez, je dis n'importe quoi, et si on se mettait à travailler, à se former ensemble? Et oui, I have a dream. Nous rêvons de modules de formation communs, médecins, rééducateurs et enseignants, qui permettraient que chacun vise le même objectif dans son propre cadre de référence avec ses propres outils, dans le respect de l'autre et de l'enfant. Voilà une citation au style très anglo-saxon, mais ne nous trompons pas, c'est des Français qui l'ont dit. Elle est tirée de la conclusion du dernier livre de Michel Mazot et Alain Pouet, nos 2 conférenciers d'aujourd'hui. Notre association partage ce rêve. Tout au long de l'après-midi, Michel et Alain vont aborder les troubles des fonctions exécutives et leurs répercussions sur les apprentissages et la scolarité. Michel Mazot et Alain Pouet sont tous les 2 médecins de rééducation et formateurs en neuropsychologie infantile. Ils enseignent et écrivent sur les troubles des apprentissages depuis de nombreuses années. Leurs livres sont des mines d'informations, fruits de leurs grandes expériences avec des enfants souffrant de difficultés cognitives.
Maintenant, c'est avec un très grand plaisir que je passe la parole à Alain Pouet.